On va maintenant écouter Isabelle Parente-Butterlin sur la question. C'est un titre un peu plus long que les autres. Alors, excusez-moi, il faut que je le retrouve. Voilà, degré d'être, vague et situation pratique, un point de contact entre éthique et métaphysique. Alors, avant ça, je voudrais rappeler que Madame Parente est donc professeure à l'Université d'Aix-Marseille. Elle travaille notamment en métaphysique, en éthique et en métaéthique. Et elle a publié donc, en 2014 un ouvrage qui s'appelle « Donner des raisons morales, problème de l'éthique kantienne ». Et elle publiera en 2018, donc ça devrait paraître bientôt, un ouvrage intitulé « Philosophie de l'espace connecté, la réalité d'Internet ». Moi, je commence par remercier le professeur Tiercelin de son invitation et les organisateurs du colloque. Le titre est très mauvais, ne rend pas compte de mon exposé, donc je ne parlerai pas de tout ce que j'ai annoncé dans le titre. Il était trop long, comme vous l'avez fait remarquer. En fait, la question que je poserai aujourd'hui sera fondamentalement la question de la transposition du principe de contradiction à la pratique, en fait, et aux problématiques éthiques. Pour la raison qu'évidemment, on est confronté avec le principe de contradiction, ou de non-contradiction, comme on voudra l'appeler, à un principe extrêmement fondamental. Alors, est-ce de la pensée ou est-ce de la réalité? Est-ce ontologique ou logique? Frédéric Neff a posé la question ce matin, et je la re-rencontrerai dans mon exposé plusieurs fois. Mais la question se posera pour moi de savoir comment un principe aussi fondamental que le principe de non-contradiction peut trouver sens dans la philosophie pratique. Ce qui me demandera dans un premier temps, en fait, de préciser ce que je proposerai d'entendre par philosophie pratique, sans considérer par là que je donne une définition définitive de ce qu'est la philosophie pratique, mais pour expliquer en fait les bordures, les limites, les frontières que je donne à ce domaine de la philosophie. Et ensuite, pour montrer les difficultés de transposition du principe de non-contradiction à l'intérieur donc de la pratique et de la réflexion sur l'éthique, je montrerai, du moins j'essaierai de montrer les clarifications qu'on peut attendre dans le domaine de la pratique, de l'utilisation de l'objet vague. Bon, sachant qu'il est évidemment un peu paradoxal de prétendre clarifier quoi que ce soit par le vague ontologique et par la manipulation d'un objet aussi complexe à penser que l'objet vague. C'est néanmoins la proposition que je voudrais faire aujourd'hui, en fait, montrer qu'effectivement, l'éthique a tout intérêt à d'abord absorber ces objets métaphysiques et en particulier des concepts métaphysiques comme celui du vague, et à en tirer en fait des clarifications sur son propre mode de fonctionnement. Alors j'essaierai d'en donner un exemple en interrogeant spécifiquement le moment où on est obligé d'abandonner le principe de non-contradiction en éthique, ou quelles sont plutôt, pour être plus prudente, disons les difficultés qu'il rencontre, et ce que le vague ontologique peut apporter dans la discussion. Alors, pour préciser l'objet de mon propos, je suis obligée de procéder à une introduction un peu générale, je dirais, sur le cadre conceptuel aussi bien philosophique qu'éthique dans lequel je m'installerai, parce que je voudrais d'abord dégager la philosophie pratique en général et la philosophie éthique en particulier, d'une demande qu'on lui fait assez généralement, d'ailleurs aussi bien nous, philosophes, que dans le cadre social. En général, on renvoie la philosophie pratique à une exigence d'énonciation de normes, pour ne pas dire règles, ou de valeurs. Je reprends ici la distinction entre normes et valeurs qui est bien connue. Bon, et en général, c'est ce qu'on demande à la philosophie pratique, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle doit nous dire ce que nous devons faire, comme s'il y avait une expertise spécifique du philosophe pratique sur ce qu'il convient de faire. Bon, je laisse cela à certains philosophes pratiques. C'est pas mon objet en fait dans le domaine de la philosophie pratique, et je considère qu'il n'y a pas d'expertise. Alors je vais m'en expliquer un peu davantage. Qu'il n'y a pas d'expertise du philosophe pratique sur l'énonciation de normes ou de valeurs. Bon, évidemment, c'est une thèse qui n'est pas
tout à fait communément admise et que je rattache à un cadre conceptuel général dans lequel quelqu'un comme Peter Hacker, par exemple, considère que la philosophie ne constitue pas son objet et qu'elle nous demande en fait de comprendre la connaissance, mais non pas de la constituer elle-même. Je me place ici à un niveau d'analyse qui est un niveau d'analyse métaphilosophique, et c'est ce type de geste en fait métaphilosophique que je vais essayer de transposer à l'intérieur de l'éthique dans le niveau que j'appellerai à proprement parler le niveau métaéthique. Alors au sens où la philosophie pratique n'a pas à constituer son objet, qu'elle étudie des normes ou des valeurs, elle n'a pas ou il ne lui revient pas en propre de formuler des normes ou des valeurs. Peut-être serait-il plus prudent de dire que son unique objet n'est pas de les énoncer, qu'elle peut le faire aussi, mais que ce n'est pas son objet et que ce n'est pas le type de travail que je proposerai aujourd'hui. Et Thomas Scanlon, par exemple, a noté dans son ouvrage de 2014 une modification d'ailleurs du statut de la métaéthique elle-même et de la signification de la métaéthique, qui a commencé, nous dit-il, dans les années 50 à interroger le statut de la moralité et les exigences de la moralité, et qui devient de plus en plus en fait une interrogation sur ce qu'est la rationalité pratique et sur ce que sont nos raisons d'agir ou bien ce que sont nos croyances et les croyances que nous manifestons dans nos actions. Bon, il n'y a pas lieu de faire une distinction trop tranchée entre éthique et métaéthique. Il n'y a aucune raison ni de les opposer, ni de les séparer complètement, et mon geste est peut-être dès le départ un peu trop radical. Bien évidemment, on peut s'attendre à des interactions ou des influences ou des points de passage entre l'éthique et la métaéthique. Bon, voilà, je précise pas davantage ce point-là, disons que je ne l'écarte pas et que je m'installerai simplement à un niveau métaéthique, pour l'instant sans m'inquiéter, disons, des théories éthiques que cela va amener. Pour la raison suivante d'ailleurs, alors j'ai deux arguments à proposer, disons, pour clarifier ce moment de mon analyse. Bon, on peut considérer, avec, je crois, d'assez bonnes raisons, que, alors c'est ce que nous dit Hare, que le seul moyen que nous ayons de connaître les principes moraux d'un agent, c'est de repérer sa façon de se comporter dans le monde et les décisions qu'en effet il y prend. Bon, donc, au fond, il y aurait un niveau éthique qui serait même pas celui d'abord de l'explicitation philosophique, ni même des raisons que nous donnons de notre agir, mais au fond que le seul moyen que nous avons de connaître les représentations morales d'un agent, c'est de regarder comment effectivement il se comporte dans le monde. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument plus délicat à manier, qui est un argument que j'emploie à Dominique McKeever-Lopez à propos de ce qu'il appelle la backpassing theory, à propos de l'esthétique, en fait, on peut avoir, à propos de l'art plutôt. Bon, pour McKeever-Lopez, on peut considérer qu'un geste est artistique si celui qui l'accomplit le présente comme un geste artistique jusqu'à preuve du contraire, en fait. Et évidemment, on pourrait... Alors, je vais commencer par considérer que toute théorie qui se prétend être une théorie éthique doit, dans un premier temps, être examinée comme telle, sachant que je crois qu'ici, on a tout de suite une différence entre la métaéthique et la métaesthétique. Autant je crois qu'on peut accompagner le geste de McKeever-Lopez à propos de la métaesthétique et considérer que bon, il n'y a aucune raison de considérer qu'un geste qui se prétend artistique n'est pas un geste artistique, même si on trouve dépourvu, par exemple, de propriétés esthétiques. Mais en revanche, ça me paraît plus difficile à propos de l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'une inclusion aussi large et sans doute, ou plutôt assurément faut-il réfléchir sur les critères par lesquels nous pourrons récuser certaines thèses comme se prétendant éthiques et ne l'étant pas. Voilà, c'est une première différence que je vois entre le niveau métaesthétique et métaéthique, mais disons que je laisse de côté cette question en suspens, tout en sachant qu'il me faudra la retrouver à la fin de mon exposé et qu'elle a une importance en fait dans ce que je vais dire. Donc je commence par une inclusion assez large et je considère que jusqu'à preuve du contraire,
toute thèse qui se prétendrait éthique pourrait être considérée comme une thèse éthique. Bon, évidemment, vous voyez quelle est la figure qui va poser problème. C'est évidemment la figure de celui qui va agir de façon absolument radicale, violente, défendre des thèses de manière violente, etc. La figure du fanatique que Williams dénonce dans l'éthique, dans les limites de la simple philosophie. Et je retrouvais cette question un petit peu plus tard. Bon, laissons-la de côté pour le moment. Donc, je voudrais montrer la difficulté, je l'ai dit, de l'usage du principe de contradiction dans l'éthique. Et pour cela, j'ai besoin de faire apparaître, en fait, l'objet vague pour montrer comment il sera capable de résoudre un certain nombre de questions. Alors, à savoir... la mise en évidence des clarifications apportées par l'objet vague me permettra de réexaminer le concept de conflit de devoir. Et je vais commencer par décrire la situation comme constituant un objet vague pour, dans un deuxième temps, interroger une conception dispositionnelle de la causalité agentive, ce qui me permettra, je l'espère, de dissoudre un certain nombre de prétendus conflits de devoir, ou du moins de proposer une typologie des conflits de devoir, qui sont évidemment les situations dans lesquelles nous tombons dans des conduites qui me paraissent enfreindre une exigence de non-contradiction. Quoi que nous fassions, de toute façon, nous ne parvenons pas à produire une conduite morale. Bon, je prends un exemple très rapidement et qui ne va pas nous engager énormément parce qu'en fait, je crois qu'il est plus perçu comme problématique actuellement. Bon, dans le cas du prétendu droit de mentir par humanité, comme l'appelait Kant, la situation dans laquelle soit je mens pour sauver un ami, soit je dis la vérité, mais à ce moment-là, mon ami n'est pas sauvé. Bon, autant nous sommes à peu près d'accord actuellement, même si ça me paraît problématique, il faut dire qu'il n'y a pas de problème, il faut mentir et sauver son ami. Bon, il n'en demeure pas moins qu'on voit bien que de toute façon, notre action, quand bien même elle consisterait à sauver un ami, et de ce point de vue-là, elle porterait une propriété éthique qui serait d'être bonne, porterait quand même si on ne s'en soucie pas, une propriété éthique qui est d'être mauvaise, puisqu'elle consisterait quand même à mentir. Voilà, donc je pense ce problème-là plus au sérieux, voyez, à un niveau métaéthique qu'à un niveau éthique. Admettons tous qu'on mentira dans cette situation-là. Il n'en demeure pas moins que du point de vue métaéthique se pose un problème, puisque mon action aura à la fois une valeur éthique positive et une valeur éthique négative. Elle sera à la fois bonne et mauvaise, même si ce par quoi elle est mauvaise me paraît moins grave, moins engageant ou moins problématique éthiquement que ce par quoi elle me paraît bonne. Alors, très rapidement, pour que le fond métaphysique sur lequel je m'appuie ici pour soulever les problèmes de métaéthique et pour faire apparaître la coïncidence entre la métaéthique et la métaphysique soit clair, je rappelle très rapidement ce qu'est l'objet vague, un peu facilement à partir de l'exemple qui est le plus connu, alors dans la formulation qu'en donne Hyde dans le livre de 2008. Bon, c'est l'exemple du chauve. Un homme avec un cheveu sur la tête est chauve. Si un homme avec un cheveu sur la tête est chauve, alors un homme avec deux cheveux est chauve. Bon, vous réitérez cette opération qui paraît être d'une certaine manière une opération non nocive, et on en arrive à l'idée qu'un homme avec 10 000 cheveux sur la tête est chauve aussi, ce qui évidemment paraît contre-intuitif. Bon, et inversement, on peut prendre le sorite aussi bien dans le sens ascendant, puisque c'est l'argument du sorite. On peut le prendre aussi bien dans le sens ascendant que dans le sens descendant. Bon, et Mark Sainsbury souligne dans l'article de 89 que tout cas limite à la structure d'un argument soritique. Alors évidemment, c'est par la proximité entre l'idée de cas limite et de l'argument soritique que je commence à me rapprocher de l'éthique. Bon, sachant que le problème qui va se poser à nous va être double. D'abord, admettons que nous ayons des situations qui sont, comme le droit de mentir, des situations de conflit de devoir dans lesquelles notre action puisse avoir une valeur aussi bien bonne moralement que mauvaise moralement. Nous avons une contradiction qui est une contradiction logique. Et puis, ce que je voudrais faire apparaître pour fonder cette contradiction logique, c'est que les bordures de la situation elle-même sont des bordures vagues, et que la situation dans laquelle nous agissons
ou plus exactement à laquelle nous réagissons, a elle-même la structure d'un objet vague. Alors ça, c'est le point plus fondamental de mon analyse, puisque faire apparaître une structure contradictoire dans le conflit de devoir n'est pas un résultat très intéressant, mais par contre, l'idée que je voudrais proposer est que toute action étant pour partie une réaction, il n'y a pas d'action qui ne soit pas dans une certaine partie une réaction à une situation du monde. Elle est réaction à un objet dont les bordures elles-mêmes sont vagues. Alors je ne vais pas complètement élucider, disons, la variation entre action et réaction. On peut avoir, disons, une typologie de la causalité agentive qui fasse varier l'action et dans son rapport à la réaction, c'est-à-dire qu'on peut être amené à considérer, bon, par exemple, si on est déterministe, que l'action coïncide exactement avec la réaction à un état de choses du monde. On peut considérer donc que si on est déterministe, que l'action n'est rien d'autre qu'une réaction à un état de choses du monde. On peut faire varier cet éventail et ouvrir la différence entre action et réaction jusqu'au maximum, je dirais, quand on conçoit l'action comme une pure initiative du sujet. Et alors, pure initiative du sujet, bon, vous voyez que d'un côté, on va trouver Spinoza et de l'autre côté, on va trouver l'éthique kantienne, où l'action libre est une initiative du sujet, elle est une causalité entièrement initiée par le sujet. Et dans cette situation, le sujet n'est absolument pas déterminé à agir par ce qui est le cas dans le monde. Bon, entre l'action comme réaction et l'action comme n'étant pas du tout une réaction, on trouve tout un tas de positions intermédiaires à propos de l'agentivité qui ont tendance, et c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné le travail de Sentia 2007, qui ont tendance à en fait essayer de nuancer une perception de l'agentivité comme initiative pour admettre que pour partie l'agentivité, c'est-à-dire la causalité qu'exerce effectivement l'agent dans le monde, que pour partie cette causalité soit en fait un guidage plus qu'une initiative, c'est-à-dire un guidage des séries causales qui sont le cas dans le monde, plus qu'à proprement parler une initiative. Bon, je ne tranche pas dans ce problème, en fait. On voit qu'entre les deux branches de l'éventail, on a tout un tas de nuances qu'on peut choisir de mettre en œuvre et d'affirmer. Et je n'ai pas de raison pour l'instant d'en choisir une plus que l'autre. Bon, sachant que vient bien sûr ici se recroiser ce problème, le problème du compatibilisme, que je ne prends pas en compte dans mon exposé tout simplement pour des raisons d'organisation du temps et de gestion du temps, mais bien évidemment il faudrait avoir le temps ici de dire un peu du compatibilisme. Bon, alors, je vais, dans le cadre ainsi posé, vous voyez, qui est d'envisager que l'action soit pour partie au moins une réaction, et qu'elle soit une réaction à une situation dont il faut arriver à comprendre quelles sont exactement les bordures, et à propos de laquelle je fais l'hypothèse que la situation est un objet vague. Je vais poser le problème à partir du problème connu sous le nom de chaîne causale déviante. Bon, puisque si on veut prendre en compte la question de la cohérence de l'agentivité, et donc faire peser sur les décisions pratiques que prend l'agent une exigence de cohérence, le problème qui se pose est de savoir si cette cohérence se joue à chaque action qu'il va décider, ou si cette cohérence peut être envisagée à un niveau plus global, c'est-à-dire qu'en fait, la première interférence que je vois entre la situation comme état de choses auquel nous réagissons et le problème de la délimitation de ces bordures, et que, alors même si je considère que la situation existe effectivement dans le monde et qu'elle n'est pas un découpage qui serait entièrement du fait de l'agent,
Le problème qui se pose est que l'agent réagit avec un certain nombre d'exigences, de croyances, de conceptions éthiques, de représentations, de principes qui sont les siens et qui font que, même si la situation, je le redis encore, il ne s'agit pas du tout pour moi de passer à une analyse anti-réaliste de la situation à laquelle nous réagissons, même si la situation existe bien, il n'en demeure pas moins que l'agent va pouvoir être amené à pondérer plus ou moins un des critères de la situation, un des traits de la situation, identifier des saillances, si on veut reprendre ce terme-là qui a son importance à mon avis dans le débat, qui sont quelque peu différentes. Et la question donc de la détermination des bordures de la situation me paraît devoir être posée. D'autant plus qu'il ne va pas de soi non plus à propos de l'exigence de cohérence qu'on peut renvoyer à un agent, que cette exigence de cohérence se joue sur une action isolée, mais qu'elle ne soit pas ce qui se construit dans, en fait, non pas une décision isolée, mais une ligne de conduite. Alors là, pour moi, le point qu'il est important de faire apparaître, c'est la manière dont on va pouvoir articuler, en fait, la question de la décision de l'agent comme décision cohérente et qui, de ce point de vue-là, doit se soumettre au principe de non-contradiction. Mais se soumettre au principe de non-contradiction, qu'est-ce que ça veut dire pour un agent? C'est-à-dire, en particulier, est-ce que ça ne veut pas dire que ce qui est demandé à l'agent pour avoir un statut d'agent moral, c'est que ces décisions, les décisions qu'il prendra dans le temps, soient cohérentes les unes avec les autres, et auquel cas nous voyons que le problème de la cohérence ne peut pas être un problème isolé, mais qu'il est nécessairement un problème qui va se poser sur la représentation d'une ligne de conduite. Bon, en effet, un des problèmes qui peut se poser à propos d'un agent de morale, c'est de savoir si on peut demander, par exemple, à l'agent de conserver la même représentation morale à travers toutes ses décisions. C'est-à-dire un agent qui justifierait d'une décision de manière insulaire par des arguments de type utilitariste, et puis qui, dans une autre situation, donnerait des arguments de type déontologique. Serait-il un agent qui a cessé d'être moral parce qu'il y a visiblement une incohérence dans les principes qu'il est en train d'utiliser, bon, à moins évidemment que comme Parfit on puisse montrer qu'il y a un argument plus fondamental derrière tout ça, mais je laisse de côté la discussion de Parfit. Voilà, que fait-on par exemple de la variabilité des arguments qu'un agent va peut-être amener à employer, et on peut imaginer qu'un utilitariste, une fois de temps en temps, emploie un argument kantien ou inversement. Faut-il lui rétorquer, je préfère dans le sens de l'utilitariste qui emploie l'argument kantien, faut-il rétorquer à cet agent que, comme il est incohérent, il a cessé d'être moral? Ou bien faut-il admettre que la cohérence et l'exigence de cohérence morale se construit non pas sur une action, mais sur une ligne de conduite? Et quelle est la cohérence d'une ligne de conduite si certaines des décisions prises insulairement sont contradictoires les unes avec les autres? Voilà, donc c'est en fait cette question-là qui commence à apparaître et qui fait que se pose en retour, donc je le disais tout à l'heure, une question à propos de la situation: comment savoir quelles sont les bordures de la situation et comment savoir quels sont les traits déterminants de la situation qu'un agent doit prendre en compte s'il y a une interaction avec non seulement ses représentations morales, mais aussi avec la variabilité de représentation morale auquel il pourra faire appel, sachant que, alors c'est là où je reviens à la backpathing theory que j'évoquais tout à l'heure. J'ai tendance à penser que, ne manions pas l'argument de la mauvaise foi, il n'est pas très intéressant, à vrai dire, ici, et si on commence à l'utiliser, en fait, toute la discussion se dissout. Il me semble que l'on peut admettre qu'un agent qui cherche à justifier moralement sa décision, bien, effectivement, se met dans une proposition de type moral et qu'il n'y a pas de raison de lui récuser ce type, disons, de souci quand il le manifeste. Bon. Alors, je voudrais faire apparaître cette question-là, donc je le disais tout à l'heure, avec l'argument de la chaîne causale déviante.
Bon, je reprends l'argument tel que Kripke l'a formulé. Si on suppose que John ajoute 68 et 57 dans la somme et 125 et qu'ils disent que la somme est 115, en quel sens est-il vrai de dire qu'il a suivi la règle de l'addition et faux de dire qu'il a suivi une règle déviante? Bon, et le problème, effectivement, est que on est confronté avec l'exemple que j'évoquais tout à l'heure du passage de l'utilitarisme à la déontologie ou de la déontologie à l'utilitarisme. On peut se demander, en fait, si on n'est pas dans une situation qui est tout à fait comparable à celle de l'utilisation d'une règle déviante. Et la proposition qui m'intéresse, c'est celle que formule Schlosser en 2007, qui propose de concevoir l'agentivité en termes de disposition à agir en fonction de nos croyances, au regard des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Bon, et Schlosser conserve une conception réaliste des dispositions, mais cette définition de l'agentivité lui permet de répondre à l'argument de la chaîne causale déviante de la façon suivante. Il considère que on peut tout à fait imaginer que l'agent dont nous parle Kripke ait bien suivi la règle de l'addition, mais qu'il a été, par exemple, distrait ou il a été détourné de son calcul. Et donc, il propose de considérer que la disposition à compter de l'agent et sa disposition à appliquer la règle de la numération de façon satisfaisante est rencontrée ou a été déviée par sa disposition à se laisser distraire. Alors, on trouve un exemple qui a la même dimension, en fait, voilà, de déviation à propos d'une chaîne causale, qui est l'exemple que prend Peacock, 1979. Un banquier souhaite s'enrichir et sait comment procéder à des écritures qui lui seraient profitables. Bon, et il est si distrait par ses pensées qu'il écrit son nom et porte à son crédit une importante somme d'argent. Mais peut-on dire dans ce cas-là qu'il s'est enrichi intentionnellement alors qu'il avait effectivement l'intention de s'enrichir et qu'il s'est bien enrichi? Bon, donc on voit ici un raffinement du problème de l'intentionnalité dans cette situation où j'ai bien l'intention de m'enrichir et effectivement je parviens à m'enrichir, mais c'est par une déviation de ma chaîne causale. Je n'avais pas l'intention d'écrire mon nom, même si j'avais l'intention de m'enrichir. Or, écrire mon nom, effectivement, m'enrichira et je réaliserai bien l'intention que j'avais, mais c'est par distraction. Alors, évidemment, ce thème de la distraction est intéressant. C'est par distraction que le banquier a écrit son nom et a ainsi accompli l'action qu'il avait l'intention de faire. Bon, alors là, j'ai disons, l'ensemble des arguments dont j'ai besoin maintenant pour poser le problème du vague à l'intérieur de la situation et dans le temps qui me reste pour faire quelques propositions sur la clarification. Au passage, il y a quelque chose de très intéressant dans la discussion que mènent Peacock et Schlosser, c'est de montrer comment il peut y avoir une dimension automatique ou implicite de l'action, y compris même lorsque l'agent suit des règles, en fait. Et alors, c'est évidemment un point à prendre en considération dans l'explicitation de l'agir, dans la mesure où... Alors ça, c'est un problème que je vois dans le passage du principe de non-contradiction à son application dans la pratique, en fait, et à sa prise en compte à l'intérieur des exigences de la pratique. Même si nous cherchons une cohérence pratique dans l'affirmation d'une ligne de conduite, il ne va pas du tout de soi que, dans ce qu'on a classiquement l'habitude d'appeler l'urgence de la pratique, l'agent ait la possibilité d'expliciter ce qu'il va faire, y compris pour lui-même. Bon, et ça, évidemment, ça me paraît être une difficulté supplémentaire. Alors, on pourrait, si on recoupe tous ces arguments, donc on pourrait dire qu'au regard du degré minimal par lequel toute action est toujours pour partie une réaction, et si le modèle que développe Schlosser en termes de disposition permet de répondre à la question de savoir ce que nous faisons lorsque nous suivons une règle, il demande encore que soit élucidé ce qu'il faut entendre par la situation à laquelle nous répondrons. Or, la situation à laquelle nous répondons n'est pas un événement isolé, mais elle est une configuration d'événements. Et
la question à propos de cette configuration d'événements est qu'elle ne peut pas être prise dans une conception atomistique, elle ne peut pas être saisie dans une conception atomistique de la situation, mais qu'elle doit être reprise dans une conception de type, me semble-t-il, une conception de type holiste. Donc, je donne un exemple à partir de David Lewis et de sa proposition sur la théorie dispositionnelle de la valeur, l'article 2000, où Lewis reprend une situation alors, qui est très comparable en fait au paradigme du conflit de devoir dont je suis partie au début de cet exposé, et qui justement ne doit surtout pas être confondu avec le conflit de devoir. Je pense que là, il y a une modification fondamentale de la part de Lewis avec cette théorie dispositionnelle de la valeur. Bon, je rappelle la situation, en fait, c'est une situation dans laquelle un policier donc, qui a prêté serment de loyauté à l'État se trouve en situation d'arrêter un de ses amis qu'il avait perdu de vue depuis de nombreuses années, qui est un ami d'enfance, et tout enfant, ils s'étaient promis l'un à l'autre de se porter assistance quand ils en auraient besoin, même s'ils s'étaient perdus de vue depuis très longtemps, etc. Bon, donc il retrouve l'ami d'enfance qui, lui, j'allais dire a mal tourné, j'en sais rien, enfin est devenu voleur, voilà, donc on peut considérer qu'il a mal tourné, et le policier doit l'arrêter, et pris dans... Alors justement, ce que je voudrais éviter d'analyser comme une situation de conflit de devoir, mais qu'il est très tentant d'analyser comme une situation de conflit de devoir, puisque on pourrait dire que soit il enfreint la parole donnée à l'État, soit il enfreint la parole donnée à son ami. Bon, donc là, on a quelque chose qui est très tentant, qui est de dire, bon, voilà, il est dans une situation contradictoire, qui n'est pas du tout l'analyse qu'en fait Lewis, et c'est très intéressant que précisément Lewis, passant aussi près du conflit de devoir kantien, évite ce paradigme en fait de la contradiction dans laquelle nous ferait tomber le conflit de devoir. Donc c'est ça qui m'intéresse. Il était peut-être maladroit de ma part d'expliquer ça en conflit de devoir, mais justement c'est pour écarter cette interprétation. Alors pourquoi? Parce que finalement, Lewis admet, et c'est là où je rapproche sa position de celle que j'ai évoquée tout à l'heure en termes de buck passing theory, il admet que, après tout, le policier peut avoir un souci très réel et tout à fait loyal d'être moral et d'agir bien, il peut avoir un réel souci éthique. Bon, sachant que je ne fais pas de distinction dans l'exposé entre morale et éthique, et que je n'ai pas de tendance à en faire, hein, donc j'emploie un peu les termes l'un pour l'autre. C'est plutôt une répartition historique, pourrait-on dire. Bon, le policier peut avoir un réel souci éthique, il peut manifester un réel souci éthique, et s'il manifeste un réel souci éthique, il se demandera très honnêtement à laquelle des deux promesses il doit rester fidèle et laquelle des deux promesses il ne peut pas enfreindre, sachant que les bordures de la situation pour lui ne sont pas du tout celles que nous pouvons identifier, puisque lui seul sait que celui qu'il est en train d'arrêter, c'est celui à qui il a promis de venir en aide lorsqu'ils étaient enfants. Bon, donc là, tout d'un coup, on a une bordure de la situation qui se découpe de manière complètement différente pour le policier et pour ce que nous pouvons en voir. Et Lewis admet quelque chose de très... voilà, qui rompt avec le paradigme de la contradiction, qui est que dans ce cas-là, le policier pourra tout aussi bien... Évidemment, le tout aussi bien est important. Il pourra tout aussi bien choisir d'arrêter son ami d'enfance par respect pour la parole donnée à l'État, qu'il pourra choisir de laisser filer son ami d'enfance par respect pour la parole qu'il lui a donnée autrefois, et qu'aucune de ces deux actions, s'il l'a fait par souci d'honnêteté, ne sera une action malhonnête. En fait, les deux actions seront toutes les deux des actions honnêtes. Donc vous voyez effectivement qu'on tombe ici dans un problème qui est tout à fait comparable à celui de l'objet vague, puisque des actions qui sont des actions contradictoires dans cette situation-là et qui seront des solutions contradictoires à la situation auront la même propriété d'être toutes les deux des actions également morales. Bon, alors là, effectivement, je crois qu'il ne s'agit pas de discuter l'honnêteté d'une action ou de l'autre, ni de savoir comment nous réagirions ici. Et c'est là où, effectivement, moi, je vois bien dans cette discussion la philosophie pratique se détacher complètement du souci, disons, d'énoncer des normes et des valeurs auxquelles il faudrait s'en tenir.
En revanche, on voit que quelque chose de très intéressant, qui est que la disposition à l'honnêteté que le policier voudrait manifester et qu'il a le souci éthique de manifester, peut se manifester par des actions qui sont incompatibles l'une avec l'autre, qui sont soit d'arrêter l'ami, soit de ne pas l'arrêter. Alors, le problème qui se pose ici me semble pouvoir être formulé à présent de la façon suivante. En fait, nous pourrions croire, si nous analysons l'exigence de cohérence de manière insulaire, que être cohérent dans sa pratique, c'est réitérer la même action lorsque la même situation se présente, et que l'exigence voilà, de cohérence pratique consisterait à ne pas contredire une décision qu'on a déjà prise par une décision à venir, à revalider en fait chacune des décisions qu'on a déjà prises, et donc à toujours répondre de la même manière dans des situations qui sont substituables les unes aux autres. Alors, je ne vais pas avoir le temps en fait matériellement d'expliquer exactement comment constituer une situation substituable à une autre, mais évidemment le problème il est là, c'est-à-dire dans l'identification du caractère qui, entre deux situations, sachant qu'évidemment les situations humaines ne se répètent jamais et que le flux de l'existence est ainsi fait que nous ne sommes jamais exactement dans la même situation que nous n'avons été ou qu'un autre n'a été avant nous. Bon, donc première structure, disons, de la cohérence pratique, répéter la même décision dans des situations substituables les unes aux autres, avec le problème de savoir ce que c'est qu'une situation substituable à une autre. Alors, deuxième hypothèse, et c'est celle, vous l'entendez, qui a ma préférence, la cohérence pratique peut nous amener en fait à des situations dans lesquelles, précisément parce que les bordures de la situation sont des bordures vagues, je n'ai pas le temps de développer ici, mais elles sont vagues, comme est vague la frontière de la montagne et de la vallée, qui est un autre exemple bien connu, ou comme est vague le moment où le chevelu devient chauve, ou le chauve chevelu, si on a l'espoir que le sauride puisse être ascendant dans ce cas. Bon. Et à ce moment-là, dans cette bordure vague, en fait, une des stratégies que nous pouvons avoir pour interroger et essayer de résoudre ce vague de la situation, c'est de se tourner vers les procédures non pas éthiques, mais vers les procédures juridiques, qui évidemment, puisqu'elles doivent trancher, sont obligées de mettre en place des procédures pour s'arracher à ce qu'on pourrait identifier comme un vague de la situation. Or, en parcourant la littérature juridique à propos du vague, il est très, je dirais pas troublant, moi ça m'a plutôt conforté dans mes intuitions, mais il est intéressant de souligner que Hart a introduit à propos de l'application de la loi le terme de pénombre pour désigner les cas dans lesquels il n'est pas clair que la loi s'applique ou ne s'applique pas, et dans les cas pour lesquels on ne sait pas s'il tombe sous le coup de la loi ou non. Bon, alors évidemment, ce terme de pénombre, et à mon avis, ce n'est pas du tout une coïncidence, on le trouve également à propos des prédicats vagues, à propos desquels Sainsbury dit que dans certains cas, le locuteur compétent doit s'abstenir de dire que c'est le cas que P ou que ce n'est pas le cas que non P. Ou que c'est le cas que non P, et ces cas-là dans lesquels un locuteur compétent s'abstiendra de trancher, il ne dira ni que le crâne est chauve, ni que le crâne est chevelu, précisément parce qu'il est un locuteur compétent, sont les cas que Sainsbury appelle des cas de pénombre. Et évidemment, le problème tout à fait spécifique qui se pose au droit, c'est que le droit ne peut pas s'abstenir de trancher dans ces cas-là, et que précisément le locuteur compétent en droit est confronté à cette difficulté-là tout à fait particulière, que dans les cas de pénombre, il doit trancher précisément. Alors, dans les cas où, en fait, il n'est pas possible de le faire, d'une certaine manière. Alors, c'est là où je trouve, en fait, le point de contact entre la métaphysique et le droit, ou la métaphysique et l'éthique extrêmement
voilà, éclairant et stimulant et sans doute appelant à beaucoup plus de précision que ce que je vais avoir le temps de faire dans les quelques minutes qu'il me reste. Mais bon, alors je ne reviens pas en fait sur la façon dont effectivement, vous voyez, à partir de cette question du vague et du repérage en fait du vague dans la situation, on peut être amené à reposer à nouveau frais un problème qui est bien connu depuis Platon et Aristote, qui est le problème de l'application de la loi générale à un cas particulier. Pour éclairer simplement ce que je viens de dire dans les quelques minutes qui me restent, oui, j'en prendrai un exemple qui me servira de conclusion, donc, qui est l'exemple de la négligence, en fait. Solms, dans l'ouvrage de 2014, examine le problème de la négligence, qu'il présente comme un usage d'un terme, d'un vague absolument extravagant, puisque, nous dit-il, dans la définition des devoirs des parents envers les enfants, pour définir s'il y a eu ou non négligence de la part des parents à l'égard de leurs enfants, il faut remarquer qu'il peut y avoir négligence sous un aspect et non pas sous un autre, et que pour cette raison, la négligence ne peut être envisagée que de façon holistique et non pas du tout insulaire, car l'abaissement de certains critères peut être en fait compensé par d'autres. Alors voilà, ma proposition est donc la suivante, c'est que, alors même que je ne reviens pas sur un réalisme des états de choses qui sont le cas dans la situation à laquelle nous réagissons, que j'admets que c'est bien à la situation dans laquelle nous nous trouvons que nous réagissons, il n'en demeure pas moins que cette situation a des bordures vagues. Je crois que je l'ai montré en particulier avec l'exemple de Lewis et la façon dont on ne sait pas en fait temporellement comment la situation va pouvoir être découpée, et que la cohérence qui se joue ne peut donc pas être une cohérence insulaire. Si nous devons respecter le principe de non-contradiction dans la pratique, c'est dans l'exigence en fait d'une ligne de conduite et non pas d'une décision insulaire. Je vous remercie.